le remercie d'avoir affronté les difficultés pour nous donner sa présentation aujourd'hui. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Bonjour à tous. Alors, je vais, dans cette présentation, vous amener dans le champ, en réalité, de l'anthropologie, de la santé, mais précisément dans le domaine de l'action publique de la santé en Afrique, qui est un champ d'investigation assez récente dans le domaine de l'anthropologie en général, issu à travers la thématique que vous pouvez découvrir là, affichée, sur les politiques de lutte contre le paludisme, à l'aide de la santé comme bien public mondial et une ethnographie de la prise de décision au Cameroun. Il s'agit en réalité d'interroger l'introduction de nouvelles molécules, notamment de dernière génération, pour le traitement du paludisme au Cameroun, en particulier les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Cette ethnographie va nous permettre en réalité de situer les enjeux, les positions des acteurs et les stratégies déployées par chaque acteur autour de cette politique innovante de santé destinée en effet à juguler l'ampleur de la morbimortalité, pour emprunter votre jargon d'épidémio, au Cameroun. Donc, ma présentation, alors déjà, je tiens à préciser que cette présentation, celle qui s'affiche là, était destinée à un public un peu plus d'anthropologues à l'IMAP, l'Institut Monde des Africains d'Aix-Marseille. Et en raison des problèmes techniques, je n'ai pas pu reprendre la présentation en réalité destinée au public d'aujourd'hui, mais on va s'ajuster et puis se retrouver. Il n'y a pas de souci là-dessus, à ce niveau-là. Donc, mon propos va se structurer autour d'un prélude au départ qui va permettre d'avoir une vision d'ensemble du champ de la délivrance des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine dans un secteur assez particulier qui est celui de l'informel. Et cela, on comprendra pourquoi ce choix par la suite. Ensuite, je reviendrai un peu sur l'historique de l'avènement des ACT au Cameroun. Suivra l'interrogation autour de la bataille de la première ligne lorsqu'il s'est agi d'identifier ou de choisir la molécule d'ACT à délivrer au Cameroun dans le cadre de la politique globale de la santé. Et enfin, je reviendrai sur parler de liberté de prescripteur et l'introduction d'une diversité d'ACT, mais en réalité, je vais parler à ce niveau-là des modes de délivrance et des configurations entre les acteurs des différents réseaux de délivrance des ACT au Cameroun. Donc, il convient de préciser en introduction donc, que le début des années 2000 marque un tournant majeur au Cameroun et en Afrique, dans la majorité des pays endémiques, dans la lutte contre le paludisme avec l'avènement du concept de santé comme bien public mondial et également de santé globale. Le moment au Cameroun et dans ces pays endémiques est critique, car depuis les années 90, le Plasmodium falciparum montre des signes de résistance aux thérapies existantes, notamment les monothérapies à base de type chloroquine. Les recherches se sont alors tournées vers l'utilisation de nouvelles combinaisons thérapeutiques. Et c'est dans ce contexte-là qu'émergent au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, les ACT introduits en Afrique en général et au Cameroun en particulier à la suite de recommandations de l'OMS qui va s'ériger à ce moment-là en prescripteur d'une part de politique et organisant de l'autre côté le réseau d'approvisionnement ou de distribution des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc, le moment est à l'interrogation de la mise en œuvre d'une politique de santé globale dans un espace local qui, lui, également présente ses particularismes. D'où notre interrogation principale de savoir comment s'est opéré le passage de la politique globale de lutte contre le paludisme au moyen des ACT, donc le passage du global au local, quels furent les mécanismes d'introduction des ACT dans les protocoles nationaux de traitement du paludisme et quels ont été les déterminants des choix nationaux et qu'en a-t-il résulté en fin de compte en termes de délivrance ou en termes de recours aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Alors d'un point de vue méthodologique, nous avons évidemment le recours à la panoplie
des approches de l'anthropologie d'un point de vue qualitatif avec les observations, les entretiens, les procédés de recension sur les marchés notamment. Et une particularité de cette étude aura été de soulever le questionnement autour de l'éthique de la recherche, car pour l'essentiel des enquêtés, nous avons dû les rencontrer en prison, du ministre au responsable alors du programme national de lutte contre le paludisme. Alors, en prélude, je vais commencer par cette présentation d'une situation observée sur le marché clandestin, donc des pharmacies de la rue, comme dirait Didier Fassin, les autres. Donc, on est dans un espace clandestin où en réalité le recueil des données ne se fait pas. Donc, du coup, nous avons dû personnellement nous asseoir auprès de... En fait, nous avons eu recours à 7 vendeurs clandestins sur une période de 3 mois. Et durant cette période, nous avons enregistré personnellement les situations de vente des médicaments, en fait des antipaludéens. En tête, nous avons le Coartem, combinaison artéméthylluméfantrine, l'amodiaquine, la quinine, le fansida, en fait, sulfadoxine, pyrimétamine, le facilement, en fait, de la combinaison artésunate amodiaquine, la chloroquine et autres. Alors, j'entre par ceci parce qu'il y a des situations assez paradoxales qui reviendront par la suite, parce qu'en réalité, le falsimandkit est un médicament destiné à n'être délivré que dans le circuit public classique, mais qui se retrouve dans le marché clandestin. La chloroquine, quant à elle, a été retirée du marché camerounais, en fait depuis 2002, mais là nous sommes en 2011, et jusqu'à présent d'ailleurs, on retrouve la chloroquine sur ce marché avec des quantités de vente assez importantes là, et qui interrogent sur justement le système de santé dans sa globalité. Ça, vous y reviendrez. Alors, pour revenir maintenant à l'avènement des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine au Cameroun. Il faut dire que pendant plus de 50 ans, on a observé un monopole du marché par les monosubstances, essentiellement à base de chloroquine, introduite au Cameroun depuis 1956. Donc, durant toute cette période, jusqu'en 2002, au moment où la chloroquine était officiellement retirée du marché, on est sur un traitement de type monothérapie, essentiellement à base d'artémisinine. À partir de 2002, on entre dans une période transitoire qui va en réalité durer 2 ans, durant laquelle on reste sur le traitement en première ligne du paludisme à partir d'une monosubstance qui est la modiaquine, et le traitement pour le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes, on va passer de la chloroquine à la sulfadoxine pyrimétamine. Donc, chloroquine retirée du marché, retour à l'amodiaquine et à la sulfadoxine pyrimétamine. Voilà, brièvement présenter cette situation de disponibilité de l'introduction de la délivrance des antipaludéens au Cameroun. Mais une chose importante également ici à mentionner est que durant toute cette période, le marché camerounais était essentiellement sous le monopole d'une firme de laboratoire pharmaceutique, Saint-Élabo, Sanofi en 26 et puis Sanofi, devenu finalement Sanofi, et qui avait véritablement préempté le marché de la délivrance des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Cela est très important de savoir parce que durant cette période de passage vers les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, on va observer tout de même que déjà dans les années 90, précisément en 92, il y a les premières tentatives d'introduction sur le marché camerounais des dérivés d'artémisinine. Les premiers contacts entre les Chinois et les facultés de médecine camerounaises sont établis à cet effet en 92. Mais compte tenu de la géopolitique et économique mondiale de l'époque, la Chine n'ayant pas suffisamment d'influence sur le gouvernement camerounais à l'époque, on n'a pas pu introduire les dérivés d'artémisinine sur le marché camerounais. Mais ces dérivés d'artémisinine arrivent précisément en 1998 sous la forme du Coartem. Et le Coartem va occuper une place dominante sur le marché de la délivrance des antipaludéens à partir de 1998
jusqu'en 2004, moment où s'amorce au Cameroun le débat autour de l'introduction de façon officielle en première ligne des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc, sous recommandation de l'OMS, à partir de 2002, il y a ce passage progressif vers les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et en 2004 se tient un fameux atelier de consensus national autour du traitement du paludisme, au cours duquel le choix devait être opéré entre les différentes dérivées, entre les différentes combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine soumises en réalité par l'OMS, au choix des politiques ou du politique au Cameroun. À l'occasion donc de cet atelier devenu assez fameux lorsque l'on investigue la question des politiques de santé au Cameroun, va se jouer en réalité des enjeux et des intérêts d'acteurs qui, en fonction de leur position ou de leur ou du besoin de commercialisation, vont se positionner. Une particularité, c'est que durant cet atelier de consensus national, on a affaire à un public essentiellement, en fait, un public non pas de spécialistes ou de techniciens, entre guillemets, du médicament ou de la maladie, mais ce sera un atelier de consensus ouvert à toutes les couches de la société camerounaise, voulu par l'Organisation mondiale de la santé qui l'impose au Cameroun. Donc, lors de ce consensus, on associe aux médecins, les politiques, les religieux, les acteurs de la société civile, les responsables associatifs de diverses catégories. Et du coup, pour les médecins, cela pose un problème. Savoir comment, sur une question aussi technique, on associe des personnes qui, en réalité, n'y savent pas grand-chose. Et on se retrouve donc avec cette première appréciation du responsable camerounais du Rollback Malaria que nous avions rencontré, qui, justement, présente une situation particulière où en 2004, en réalité, comme je l'ai dit, le Coartem était le seul médicament utilisé comme combinaison thérapeutique pour le traitement du paludisme, mais qui, en réalité, va être mis en concurrence avec d'autres combinaisons thérapeutiques qui n'existaient pas encore véritablement de manière co-formulée. Et lors de cet atelier, des jeux d'acteurs qui vont se nouer, on va très vite observer que la balance, au départ, qui était en faveur de l'artéméter luméfantrine, première recommandation de l'OMS dans sa liste des 3 combinaisons qui étaient alors soumises en réalité, on va se retrouver avec 2 combinaisons qui vont engager la bataille, artéméter luméfantrine, donc Coartem, et l'artésunate amodiaquine, qui ici était soutenu par Sanofi. Sanofi, à ce moment, prétextant de son histoire longue avec le Cameroun, de l'histoire de ses actions dans le domaine de la lutte contre le paludisme et des maladies tropicales en général au Cameroun, n'entendait pas laisser le marché, ou encore laisser cette position de leader sur le marché local des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine à une combinaison qui n'est pas produite par elle. Alors, d'où les jeux d'acteurs qui vont avoir lieu, comme je l'ai dit précédemment. Et ici, ce qui va faire finalement tourner la balance, c'est le fait que dans l'Assemblée, on avait une majorité de personnes qui n'étaient pas du profil technique, médecin ou pharmacien, et c'est ceux-là qui avaient des relations particulières sur le terrain avec les délégués médicaux de Sanofi qui vont finalement faire tourner la balance au profit de l'artéméter luméfantrine et ce au détriment au profit de l'artésunate amodiaquine et ce au détriment de l'artéméter luméfantrine. Ce qui va naturellement à ce moment-là soulever le courroux de nombreux médecins. Alors, pour essayer de résoudre et essayer de contenter les différentes parties, dans la proposition du Cameroun adressée alors en 2005 au Fonds mondial pour le financement, pour la subvention des combinaisons qui devaient entrer sur le marché camerounais,
le ministre camerounais de la Santé va proposer un ratio en termes de médicaments, 1/3 pour l'artéméter luméfantrine et 2/3 pour l'artésunate amodiaquine. Et finalement, lorsque la proposition du Cameroun arrive au Fonds mondial, le Fonds mondial renvoie en nous précisant qu'à leur niveau, ils ne peuvent financer qu'une seule combinaison, donc il faut faire le choix d'une combinaison au Cameroun. Un nouvel atelier à cet effet est organisé en 2007. Et lors de cet autre atelier, finalement, le Cameroun décide de choisir pour le traitement du paludisme en première ligne la combinaison artésunate amodiaquine. Donc, on est là dans un espace où le positionnement des acteurs, où les jeux de lobby vont fortement influencer la prise de décision, même si au demeurant, les experts, les responsables, en particulier du Programme national de lutte contre le paludisme, vont soutenir qu'il s'agisse de l'artéméter luméfantrine ou de l'artésunate amodiaquine, la question du choix du médicament de première ligne ne se pose pas tant que ça lorsque les deux médicaments présentent pratiquement les mêmes caractéristiques. On a parlé de l'efficacité, etc., dont le rapport entre les deux était si faible que finalement, d'après les responsables du programme paludisme, en réalité, ce qui se jouait, c'était la possibilité de pouvoir mettre de façon efficace en œuvre une lutte contre le paludisme au moyen d'une action combinée des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisidine et des moustiquaires imprégnés, ce qui malheureusement du point de vue opérationnel ne va pas être le cas puisque chacune de ces actions préventives et prophylactiques vont se mettre en œuvre dans des temporalités très différentes et il va en résulter le fait que finalement l'impact voulu ou attendu ne va pas être celui qui finalement va se produire. Donc on est là dans cette situation où finalement les responsables, même au Cameroun, les responsables de l'OMS, bien que reconnaissant qu'au départ, il n'était guère question pour eux d'influencer le choix du Cameroun, vont être confrontés précisément à cette difficulté de mettre en œuvre de façon sous une forme de duplication une politique que eux auraient bien voulu mettre en place. Donc on est là dans ce cas de figure et la diapositive suivante sur laquelle j'aurais bien aimé poursuivre et qui est dans le document malheureusement qui ne marche pas est finalement le mode de configuration, parce que ce qui se joue en réalité c'est les modes de délivrance des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisidine et des médicaments en général au Cameroun. On est dans une situation où les retours de terrain m'ont permis d'élaborer, de construire une théorie autour de l'idée des 3 C. Coalition, collision, collusion. Et ces 3 C mettent en scène les acteurs aussi bien de la délivrance du circuit public qui, eux, en réalité, étaient ceux par qui ou ceux à travers lesquels on devait parvenir rapidement et efficacement au contrôle du moins du paludisme au Cameroun. À côté, on a le secteur privé avec les pharmacies et le secteur privé clandestin qui opère également. Mais entre ces différents acteurs, on a précisément des jeux qui s'organisent, se structurent et prennent les figures, donc, soit de la coalition, lorsque l'on se retrouve avec des situations où les responsables des structures pharmaceutiques privées se coalisent avec des structures ou encore le circuit public pour
contrôler le marché de la délivrance des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Cela va soulever un véritable problème de conflit d'intérêts, des positions d'acteurs, parce qu'on va retrouver au niveau de la CENAME notamment, qui est la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et en produits pharmaceutiques essentiels au Cameroun, qui organise le circuit de délivrance des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine dans le secteur public. On retrouve là des pharmaciens qui ont également parti dans des pharmacies privées où s'organise la vente des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine et cette fois-là non subventionnées. Parce que ce qui vient dans le circuit public est subventionné. Cela va se traduire par des situations comme celle observée en fin d'année 2011, depuis 2012, où à la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments, la CENAME, j'allais distribuer dans ce circuit officiel, on a constaté une rupture. En fait, on a constaté un important stock de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine disponibles, mais destinées aux hôpitaux qui étaient proches de la péremption. Alors, j'ai eu à ce moment un document interne et confidentiel destiné au responsable national du programme paludisme et adressé par le directeur de la CENAME qui lui demandait de trouver une solution pour pouvoir évacuer, écouler le plus rapidement possible ces stocks-là. Alors, on a des stocks proches de la péremption. On est en décembre 2011 qui devait arriver en péremption en mars 2012. Et pendant ce temps, dans les hôpitaux, on est en situation de rupture de stock pendant des périodes importantes. Contraste. Cela également a permis de révéler ces situations d'acteurs, ces positions d'acteurs pluriels que pouvaient avoir les responsables et de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et également du programme national de lutte contre le paludisme. Et ce, en vue, évidemment, de capter le plus de rente possible de cette introduction et de la délivrance des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine subventionnées. Alors, une autre situation est celle également des collisions, de liaisons dangereuses entre, finalement, les responsables ou encore le circuit public et le circuit clandestin. Ce que l'on a vu au départ avec la présence du falsimon qui était siglé falsimon pour n'appartenir qu'au secteur public et qui finalement se retrouve sur le marché clandestin. Cela est évidemment, résulte évidemment des relations entre les personnels que l'on retrouve dans le secteur public et les personnels ou encore les acteurs de la délivrance de ces médicaments dans le secteur clandestin. Alors, cela va prendre divers visages et se justifier et se mettre en œuvre sous diverses formes. L'un des constats que nous avons pu faire à cet effet, c'est que, en général, les acteurs dans les hôpitaux avaient tendance à revendre de façon massive des médicaments à des personnes qui, disent-elles, étaient plus proches de la population et pouvaient de ce fait mieux délivrer les médicaments. Sauf que, évidemment, il y a le poids, à ce moment-là, il y avait le poids justement de la désaffection des populations envers les hôpitaux publics qui s'est construite. Également, une question d'organisation même du système de délivrance. Lorsque l'on se retrouve, par exemple, dans des espaces comme les zones rurales qui sont majoritairement influencées ou où les populations ont majoritairement recours à une forme de délivrance essentielle, des services de santé essentiellement privés confessionnels, au moment de la mise en œuvre de cette politique, ces privés confessionnels vont être mis au second rang, laissant les devants de la politique, finalement, aux hôpitaux du secteur public. Ce qui va donc poser un réel problème de rapport des populations vers ces structures hospitalières publiques qui, certes, sont nombreuses, ont été multipliées, etc., mais en raison, une fois de plus, comme je l'ai dit, de la désaffection liée à des facteurs divers, notamment la qualité des soins, etc., les populations n'y vont plus. Donc, on est
dans cet espace où finalement les médicaments destinés à ces hôpitaux se retrouvent donc dans les circuits clandestins. Et enfin, les coalitions, ou on connaît non, les collusions, c'est lorsque les collisions, c'est lorsque finalement on se retrouve avec une coalition des acteurs officiels contre les circuits clandestins, mais essentiellement sous la forme de règlement de compte en réalité. Lorsque vous avez un acteur de circuit clandestin qui n'a pas un rôle opératoire répondant aux normes, aux besoins, aux attentes des acteurs du public, ceux-là sont très vite combattus parce qu'il faut le dire, au Cameroun, depuis 1997, a été mise en œuvre la politique de lutte contre la vente illicite des médicaments. Sauf que, depuis lors, c'est une lutte en réalité qui, comme le disent les responsables du programme Paludisme eux-mêmes, est destinée à lutter contre les manifestations et pas les causes véritables qui sont ancrées dans le système politique local. Donc, on est là dans une situation où véritablement il est difficile d'opérer de façon efficace et voire efficiente une politique qui pourtant est destinée à endiguer l'évolution de la courbe de la morbimortalité du paludisme, et au final on se retrouve donc avec des taux de mortalité et de morbidité palustres qui sont pratiquement les mêmes en 2012 que ceux que l'on avait en 2000, donc autour de 40-42%. Voilà. Et en fin de compte, il nous est apparu tout au long de ce processus d'introduction des médicaments ou des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine de première ligne au Cameroun, sont essentiellement des enjeux commerciaux qui ont préempté l'impératif de santé publique. Et on s'est retrouvé dans des configurations où les acteurs ont davantage, lorsqu'on parle d'enjeux commerciaux, les gentils, ont davantage mis en avant leurs intérêts individuels, et finalement la question tout aussi importante de l'organisation du marché de la délivrance des ACT ne s'est pas faite. Elle n'a pas été traitée. Pourtant, c'est sur ce marché de la délivrance des combinaisons diverses d'ACT que les véritables enjeux se jouent et que la majorité de la population vient acquérir les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Alors, nous avons voulu également terminer en essayant de nous intéresser aux enseignements que cela en réalité dit aux politiques et systèmes de santé dans le cas camerounais et même dans le cas africain en général, à l'ère justement de la santé, de cette santé globale. Donc, nous disons qu'en matière de santé, l'hypothèse d'une rencontre naturelle entre une offre et une demande ne peut être soutenue du fait de l'existence même de ce marché, que l'existence même de ce marché repose sur le fait de l'existence des prescripteurs. Alors, et les limites que cela révèle, en fait, sont de trois ordres et que rapporte très bien Fabien Orsi et Jean-Benoît Zimmermann en un. Limite d'un modèle fondé sur des injonctions portées par les prix et les subventions au secteur public pour répondre aux questions de solvabilité des pays. Alors, limite d'un modèle centré sur le secteur public de santé et qui peine à réduire les problèmes d'accessibilité aux soins et de contrôle des marchés privés. Et enfin, limite d'un modèle qui a centré la production des ACT sur les grands producteurs internationaux et n'a pas su intégrer les capacités endogènes de production des pays. Donc, au final, on a assisté à la déconnexion entre deux mondes, donc celui national des besoins sanitaires des populations et celui global de la filière de production. Alors, je vous remercie. Alors,
a des questions? Souvent, on entend souvent parler de trafic de faux médicaments, donc on a mis en place des systèmes justement simples et rapides de détection justement des antipalus. Est-ce que vous, au Cameroun, il y a des problèmes de médicaments non conformes, quelque chose comme ça? Ah oui, tout à fait. Au Cameroun, ce problème se pose avec d'autant plus d'acuité qu'ici, on est dans un environnement où voilà, il y a une question actuelle qui m'intéresse moi particulièrement, celle de la pharmacovigilance qui est pratiquement non opérationnelle, qui n'existe presque pas. Pour ce qui est des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine ou des antipaluléens en général, il y a un travail très intéressant de Léonard Basco, de l'IRD, qui a travaillé justement sur cette question et qui a publié un article en 2004 et qui montrait que 60% des médicaments, et ça en réalité c'est dans le secteur clandestin, 60% des médicaments retrouvés dans cette filière étaient des faux. Et en général, de la farine de manioc concentrée. Nous justement, on va dire ce qui nous a étonné, c'est que sur les prélèvements faits au Mali et au Sénégal, on n'a pas vu de faux médicaments. Alors après, on n'a pas non plus cherché au fond d'une boutique quelque chose de particulier, mais justement on a été surpris, ça allait à l'encontre de l'idée initiale que la plupart, pas même 95% des médicaments sont tout à fait corrects. Sauf qu'ici, oui, et ce travail de peut-être que ça peut être intéressant si vous nous envoyez des prélèvements, nous on peut vite les tester. Ouais. Ça, on va dire, moi je suis très intéressé pour faire un état des lieux justement sur les différents médicaments en Afrique antipalus pour voir la réalité. Tout à fait, oui. Ça serait intéressant. Et d'ailleurs, il y a eu un travail également dans ce sens mené aussi par Sanofi au Cameroun, qui cette fois s'intéressait aux pharmacies privées et a révélé que dans ces pharmacies, on retrouvait des produits, qui ne sont pas forcément des antipaluléens ciblés Sanofi, qui en réalité n'étaient pas de vrais produits, en fait qui ne provenaient pas en réalité de Sanofi, mais dans des pharmacies privées officiellement reconnues. Mais la molécule est active. Bon, la molécule était active, mais ce n'était pas les produits Sanofi. Ouais. Ça, c'est un problème, quelque part, c'est moins grave. Et en termes d'efficacité d'accès, sous réserve de ce que l'on vient de dire sur il est possible qu'une partie de ces médicaments ne soit pas des médicaments, au delta près de cette remarque importante, en termes d'efficacité d'accès des populations pour les antipalus, je pense que finalement, est-ce qu'il y a un des trois marchés que vous avez indiqué qui est plus efficace que l'autre? Est-ce que ça dépend des situations? Et quelle est la proportion actuellement si on prend, je sais pas, 10 000 prescriptions? Actuellement, le marché clandestin fait combien? Le marché des pharmacies libérales, je dirais, fait combien? Et le marché des hôpitaux, pour faire simple, fait combien? Cela nécessiterait certainement une étude plus quantitative, pas véritablement l'auteur, mais de nos observations et de ce que nous avons pu avoir comme retour sur cette question, les populations ont davantage recours au secteur privé dans sa globalité, qu'il s'agisse du privé formel ou informel. C'est le principal recours des populations lorsqu'il est en question l'accès aux médicaments. Alors, et c'est une situation qui est également qui n'est pas spécifique au Cameroun. Vous avez parlé du Mali tout à l'heure. Il y a un travail de Valérie qui montrait que près de 29% de la population avait recours, qui montrait en réalité, pour être synthétique, que les pauvres avaient davantage recours au secteur privé qu'au secteur public. Donc on avait plus de riches qui allaient dans le secteur public, pourtant subventionnés et en principe destinés aux pauvres, que de pauvres qui n'y allaient. Une situation assez particulière que l'on retrouve aussi au Cameroun et qui tient justement à cette question de la désaffection et même de l'organisation du système de santé. Dans mon propos tout à l'heure, j'ai mentionné le rapport entre les hôpitaux publics et les hôpitaux confessionnels, essentiellement dans la zone rurale.
Alors, on est dans un espace où, pendant longtemps, le rural a été délaissé au secteur privé confessionnel. Il s'y est installé et il y a eu une histoire particulière avec les populations locales. Et en la matière, le rapport à la santé et aux médicaments, il y a la part de l'habitude qui compte et influence. Et du coup, lorsque on vient avec une nouvelle politique de délivrance des médicaments qui va nécessairement, qui est gérée par le circuit public existant, avec derrière ce secteur public, le secteur confessionnel, qui lui, en réalité, est le secteur vers lequel les populations, les patients vont majoritairement, alors là, il y a un problème. Et du coup, les conflits même de compétences entre les différents secteurs se posent. Et bien que dans ce système de délivrance des médicaments, on ait associé les hôpitaux confessionnels, ce sont donc d'une certaine manière lésés ou marginalisés. Voilà, elle ne s'implique pas forcément comme les politiques l'auraient souhaité, parce qu'elle prétend avoir le leadership local et de ce leadership, en raison de ce leadership, elle devrait être en pole position, en fait, elle devrait avoir assuré le leadership justement de la délivrance des médicaments, fussent-ils des médicaments génériques dans le cadre de cette politique globale de la santé. Donc, ça pose donc également ce dont parlaient Fabien Orsi et Jean-Benoît Zimmermann, ce problème justement la résolution des vrais enjeux de santé aujourd'hui en Afrique, ou au Cameroun en particulier, où sur le plan local, on a des situations qui existent, mais contre lesquelles on ne fait rien, étant plutôt dans une forte logique de multiplication de politiques qui, en fin de compte, ne produisent pas des effets spontanés. Il y a quelque chose qui me trouble dans votre exposé, parce que c'est un sujet que je connais bien, c'est que, parce que ce que dit Jean-Benoît et Fabienne, c'est très clair dans vos conclusions, hein, c'est qu'un modèle qui, par rapport à l'accès à ce type de médicaments, passe principalement par le secteur public, ne fonctionne pas. Parce que effectivement, les gens ont ce constat empirique simple que quand il y a un épisode de fièvre qui est éventuellement du paludisme, les gens vont au plus proche, et le plus proche, c'est dans certains cas, comme vous dites, les pharmacies privées, dans d'autres cas, dans la majorité des cas, le secteur informel. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'impression, c'est qu'on a l'impression que le Cameroun est resté très quand même secteur public, et c'est quand même assez en déconnexion avec la ligne qui était proposée, en tout cas à l'époque, par le Fonds mondial, que je connais assez bien, parce que c'est moi qui l'ai inventé, enfin, avec Harold, et qui justement partait du principe que pragmatiquement les gens allaient s'approvisionner au plus proche, c'est-à-dire dans le secteur privé et notamment dans le secteur privé informel, et qu'il fallait mettre en place des mécanismes de subvention permettant de répercuter ces baisses de prix, y compris dans le secteur privé et y compris dans le secteur informel. Alors je sais bien qu'au Cameroun, le mécanisme qui s'appelait l'AMFM n'a pas été implémenté, il a été implémenté ailleurs. Dans les pays où il a été implémenté, notamment la Tanzanie, que je connais bien, il a marché. C'est-à-dire que la baisse de prix a été effectivement répercutée. La baisse de prix permise par les subventions n'a pas été accaparée, ou en tout cas totalement accaparée par les intermédiaires, et donc c'est répercuté au niveau des consommateurs, y compris du secteur informel. On a un peu l'impression que le Cameroun est complètement à côté de cette histoire-là dans ce que vous racontez. Alors, c'est peut-être la thèse principale de vos résultats, hein, c'est qu'ils sont à côté de la tendance générale avec un côté bureaucratique et voilà, le monopole du public me paraît assez, qui ne me surprend pas énormément vu que je connais le Cameroun, mais est-ce que c'est ça la situation? Ah, tout à fait, c'est bien ça la situation, parce qu'on a affaire justement, très précisément, à un public qui s'arrange à organiser le monopole de la délivrance, mais sans en avoir les moyens, en fait, sans s'en donner les moyens, en réalité. Bien que
on ait un système de santé qui est amorcé ces réformes entre 90 et 94, notamment avec la décentralisation fonctionnelle, qui va justement induire la multiplication des centres de santé publics de proximité dans les zones les plus reculées. Mais il reste que ces centres de santé multipliés au Cameroun sont peu fonctionnels, n'ont pas de personnel, etc. Donc on est dans cette difficulté organisationnelle qui se pose, mais à côté, le secteur de la santé, en fait, dans la stratégie sectorielle de la santé, finalement, on n'a qu'une seule composante qui est prise en compte. Pourtant, on a d'autres composantes qui ont une histoire très ancienne. Vous avez des hôpitaux qui datent de 1900, 1920, 1929 au Cameroun, etc., confessionnels, et qui jusqu'à aujourd'hui ont une part du marché très importante et qui justement sont des principaux centres où les populations, vers lesquels les populations vont se soigner. Mais ces structures-là sont mises à l'écart justement par cette approche captée essentiellement par le secteur public. Donc on est vraiment dans ce cas de figure-là. Et où finalement, même dans le secteur public, vous avez certainement dû constater, le peu de médecins même opérationnels disponibles se retrouvent finalement personnel administratif. Soit personnel administratif, devenu gestionnaire des programmes et projets, et au niveau des hôpitaux, on se retrouve avec un personnel véritablement réduit. Les plans d'ajustement structurel étant passés par là, les années 90-92, les premières mesures, c'était de suspendre les recrutements aussi bien pour le personnel enseignant que le personnel médical, et avec le paradoxe camerounais actuel qui veut que les personnels qui sont intégrés ne soient essentiellement que ceux qui aient été formés localement dans les universités, dans les facultés de médecine publiques locales, et quelques-uns de plus en plus quand même dans des facultés privées locales, mais agréées par le ministère et dans le cadre d'un concours national officiel public. Et lorsque vous venez de l'extérieur, vous n'avez pas la possibilité d'exercer comme des personnels formés localement. Donc cet ensemble de finalement ce que j'appellerais le goulot d'étranglement même qui marque et qui caractérise ce système de santé et des goulots d'étranglement construits et entretenus par les acteurs du secteur public, davantage préoccupés par l'enjeu de la captation de la rente que par la problématique de santé publique. Très bien, merci beaucoup.